Amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur Fréquence Histoire pour cette nouvelle émission consacrée au livre de Georges Minois, Blanche de Castille. Je suis aujourd'hui accompagné d'un nouvel intervenant, Benjamin Ratichot. Bonjour Benjamin, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Gauthier, mais évidemment, je suis donc Benjamin Ratichot. Je suis titulaire d'une maîtrise en histoire obtenue à l'Université de Strasbourg en 2013. Et même si mon orientation a changé, je reste féru de cette discipline et mon envie de la travailler et de la partager m'a conduit aujourd'hui à l'enregistrement de cette émission. Eh bien très bien, c'est un peu notre devise, aimer et faire aimer l'histoire à Fréquence Histoire. Alors nous sommes heureux de t'accueillir sur cette antenne, l'antenne de Fréquence Histoire, qui parlera donc aujourd'hui de Blanche de Castille, une figure assez peu traitée, assez peu connue et assez peu traitée de l'histoire de France, parce que nous aurons l'occasion de le voir. Il y a eu finalement en 120 ans, entre 1891 je crois et 2016, il n'y a pas eu de biographie en fait sur Blanche de Castille, à part quelques livres un petit peu géographiques. Et de manière assez révélatrice, avant ce livre donc de Georges Minois, édité il y a quelques semaines de ça chez Perrin, la seule biographie qu'il y avait de Blanche de Castille en fait était un livre britannique. Alors, pour introduire un petit peu, avant de parler de Blanche de Castille, présenter un petit peu l'auteur. L'auteur de cet ouvrage, donc c'est Georges Minois, qui est un historien médiéviste et qui, depuis les années 1980, est l'initiateur de différentes biographies de grandes figures politiques du Moyen Âge. Il y a notamment des travaux sur Bertrand du Guesclin, sur Anne de Bretagne, sur le roi Charles VII, sur Charlemagne, on ne vous dit pas ça dans l'ordre chronologique, hein, naturellement, sur Philippe IV le Bel, sur Charles le Téméraire, Richard Cœur de Lion, et on doit également à Minois à différents livres sur la perception du suicide ou de l'enfer à l'époque médiévale. C'est donc un livre assez intéressant que nous livre Minois, qui parle d'une figure pas très connue de l'histoire de France, alors qui souvent a le défaut un peu de devoir faire dans la digression, parce qu'il y a tellement peu d'éléments factuels sur Blanche de Castille que le livre se sent obligé de parler de Louis VIII, de Philippe Auguste, qui naturellement tiennent des places très importantes dans la vie de Blanche, mais d'autres choses également, du catharisme, de l'hérésie amoriciste, des croisades, de la croisade des enfants, du royaume d'Angleterre, etc. Il y a beaucoup de digressions dans ce livre, il doit bien y avoir un tiers du livre qui ne parle pas de Blanche, mais tout de même il y a beaucoup d'informations sur Blanche de Castille, avec cette introduction sous forme de questionnement. Blanche de Castille, une biographie impossible. C'est l'interrogation de Minois dès la page 7 du livre, parce qu'il se demande s'il est possible de faire une biographie à la fois d'une femme et puis d'une personne qui commence sa vie publique assez jeune, parce que Blanche de Castille, elle est mariée, et elle entre à la cour de France à 12 ans à peine. Benjamin, tu peux peut-être rappeler les circonstances de ce mariage, donc avec Oui, le futur j'aimerais déjà intervenir par rapport justement à la question de la biographie ou non impossible de Blanche de Castille, parce que je pense qu'il faut la replacer dans deux problématiques qui rendent, sinon difficile, ou à plus forte raison impossible une telle biographie. La première, c'est qu'il s'agit évidemment d'une personnalité féminine, et dans le contexte moyenâgeux, nous avons évidemment dans les chroniques et dans toutes les sources qui nous sont revenues de cette époque, énormément d'indications biographiques sur les chefs d'État masculins qu'ils fussent roi de France, roi d'Angleterre, empereur germanique, comte, duc ou seigneur. Donc la première difficulté déjà biographique consiste dans le sexe de Blanche, qui est une femme, et qui en fait dès lors un personnage minoritaire. La deuxième embûche à laquelle nous sommes confrontés, c'est que Blanche de Castille est mariée à un roi qui est un roi qui se situe entre deux grands rois de France. Nous avons Philippe Auguste, qui est le père de Louis VIII, et nous avons Saint-Louis, Louis IX, qui est son fils. Et entre ces deux règnes qui ont été des règnes longs, je rappelle que Saint-Louis a régné quand même de 1226 à 1270, et Philippe Auguste de 1189 à 1223, nous avons entre ces deux règnes un tout petit règne de 3 ans et 3 mois, Louis VIII, alors règne dont
Évidemment, nous allons faire le récit, puisque on ne peut pas parler de Blanche de Castille sans parler de Louis VIII, mais le court règne de ce roi Louis VIII, participe à cette obscurité historiographique que nous avons sur Blanche de Castille, et sur le fait que, encore aujourd'hui, elle demeure une figure mineure du Moyen-Âge, mineure non pas dans le sens que son impact dans l'histoire a été mineur, mais que sa connaissance et notre perception de son impact nous est encore très très aléatoire. Oui, effectivement, on pourrait se dire que les 3 années de règne de ce Louis VIII, le Lion, on disait, entre 1223 et 1226, on pourrait croire que c'est une sorte d'interrègne, en fait. Non, c'est un règne tout à fait normal, mais très bref, effectivement, peu connu du récit national, on pourrait dire, parce qu'il y a ces deux grands blocs que sont les règnes de Philippe Auguste, très connus à la fois pour l'agrandissement du domaine royal et puis un fait militaire important qui est la bataille de Bouvines, qu'on considère un petit peu, sans doute de manière exagérée, mais un petit peu quand même, comme le début d'une sorte de patriotisme, de proto-patriotisme français, avec ces milices populaires qui participent comme ça à la bataille contre les impériaux et vous savez, cette coalition portugaise, flamande, etc. Et puis, de l'autre part, il y a donc ce long règne, tu as dit, Benjamin, un demi-siècle de Louis IX, Saint-Louis, qui, je crois, devient ça en 1271, avec les croisades, cette mort un petit peu tragique à Tunis de la peste, et puis cette figure de Louis IX qui est connue parce qu'il fait symboliquement la justice sous un arbre, sous un chêne. On dit que c'est un petit peu aussi l'inventeur, sans doute exagéré, aussi des services publics à la française. Enfin, ces deux grands règnes qui comme ça, capitalisent l'attention de ceux qui se passionnent pour l'histoire de France, et Louis VIII, il apparaît comme ça un petit peu coincé. C'est très juste ce que tu as dit, Benjamin, sur le fait que que Blanche de Castille étant une femme et puis une jeune femme, ça la défavorise un petit peu dans la perception qu'en ont les historiens et puis les simples profanes qui s'intéresseraient aux questions d'histoire. Il y a cette analyse que reprend Minois dans les toutes premières pages du livre, vers la page 10, qui est intéressante, qui est à peu près la tienne. C'est l'analyse en fait d'un ouvrage collectif britannique de 2006 qui s'appelle Writing Medieval History 750, donc écrire l'histoire médiévale de 750 à 1250 en gros. Et Minois dit de ce livre que le livre, Minois qui analyse l'analyse du livre, le livre dit, selon Minois, ce livre a fort bien mis en valeur les difficultés inhérentes à la composition d'une biographie médiévale. Sont particulièrement peu connues, en général, les périodes de l'enfance, époque où pourtant se forme la personnalité. L'enfance n'intéresse pas les chroniqueurs médiévaux. Jusque vers 12 ans, l'individu n'existe pas. Tout comme l'enfance de Jésus qui n'est qu'un tissu de légendes apocryphes, l'enfance des princes médiévaux n'émerge qu'à travers des anecdotes totalement inventées. L'homme ou la femme, né vers 12 ou 13 ans, cette première difficulté est aggravée dans le cas des femmes. Naturellement, Benjamin, Blanche de Castille n'était pas prédisposée, en dépit de son rôle historique important, de régente puis de reine de France, à partir de 1223, elle n'était pas prédisposée à être très connue des historiens parce que les chroniqueurs n'en ont pas beaucoup parlé. Alors, c'est vrai que les chroniqueurs, notamment Joinville, minorent le rôle de Blanche de Castille au profit presque exclusif de Saint-Louis. Il faut quand même noter un grand changement peut-être dans les historiographies qui serait celui de la mise en exergue des vertus, nous en reparlerons certainement, des vertus chrétiennes de Blanche de Castille, qui en fait, à côté de son fils, tu l'as dit, qui a été canonisé, alors là il me semble qu'il a été canonisé au début du XIVe siècle sous le règne de Philippe le Bel, mais bon, c'est un détail, mais l'éloge de ces vertus... 1291, en fait, je me suis trompé. Peut-être, mais c'est sous Philippe le Bel qui commence son règne en 1285. Le fait que cette femme est entretenue, et au-delà d'avoir entretenu, est transmis, cette rigidité, ne prenez pas le terme péjorativement,
chrétienne, cette discipline chrétienne. Comme on a découvert à la fin du XIIe siècle les œuvres de saint Thomas d'Aquin, etc., on redécouvre ce Moyen-Âge religieux, ce XIIIe siècle qui est fondamental dans l'éveil de notre civilisation occidentale. Blanche de Castille a pris une place aux côtés de Saint-Louis prépondérante, et d'ailleurs, il est d'ailleurs assez révélateur que quand on parle de Saint-Louis, la femme de référence n'est pas sa femme, Marie de Provence, mais sa mère, Blanche de Castille, ce qui prouve que dans la vie de Saint-Louis, même après la disparition de Blanche de Castille, l'influence de cette mère espagnole, catholique, continue à pénétrer l'œuvre politique et religieuse du Saint-Roi. C'est peut-être ça, véritablement, qui a permis de redécouvrir Blanche de Castille. C'est peut-être la solidité à la fois de sa foi religieuse, évidemment, mais aussi de sa foi politique, puisque l'un, à l'époque, ne va peut-être pas sans l'autre. Et cette influence donc sur les œuvres, l'œuvre politique et religieuse de Saint-Louis. Oui, effectivement, c'est tout à fait vrai que la mère de Saint-Louis supplante un peu sa propre femme dans la connaissance que nous avons de ce roi. Il y a une figure que nous n'avons pas citée aussi, qui est importante dans toute cette histoire, c'est celle de la grand-mère de Blanche de Castille, qui est Aliénor d'Aquitaine, naturellement, et que nous retrouvons dans les premières pages de ce livre, dans ce récit très détaillé de cette... c'est pas une épopée, mais enfin ce voyage entre la Castille et la Normandie, où se tient le mariage au printemps 1200. On reviendra sans doute dans quelques minutes sur les raisons qui conduisent les rois d'Angleterre et de France à célébrer ce mariage en Normandie. Et on voit comme ça la figure d'Aliénor d'Aquitaine, qui est très importante, qui choisit, qui n'a pas d'idées préconçues au passage sur quelle petite fille choisir, parce qu'il y a, Benjamin, cette hésitation entre deux jeunes femmes, Urraca, qui est la sœur aînée de Blanche, et puis Blanche. Oui, alors c'est assez rocambolesque cette histoire, on ne saurait y penser, on ne Ouais. saurait y croire, surtout. Ouais. Surtout quand on se perçoit le sérieux médiéval, on a du mal à penser à cette anecdote qui, semble-t-il, si on en croit Georges Minois, serait la cause principale du fait que Blanche de Castille ait été choisie pour s'unir au prince Louis, l'héritier de Philippe Auguste. Alors il faut rappeler, et là j'en reviens à la première question à laquelle nous n'avons pas répondu. C'est quoi la raison d'ailleurs? C'est quoi la raison du coup? La raison est qu'il fallait faire la paix avec l'Angleterre. Puisque depuis, vous le savez, depuis que Aliénor d'Aquitaine a vu son mariage cassé avec le roi de France Louis VII, Aliénor d'Aquitaine s'est évidemment remariée avec le roi d'Angleterre Henri II, et à partir de cette époque, toute l'Aquitaine, la Guyenne, et donc le comté de Guyenne et le duché d'Aquitaine et l'Anjou sont arrivés dans le giron anglais sur le territoire de l'actuelle France, et donc la concurrence dans la mouvance royale était importante, et il fallait résoudre un jour ou l'autre ce conflit entre un vassal, puisque nous rappelons que le roi d'Angleterre était le vassal du roi de France, le vassal qui a donc épousé l'ancienne femme du roi de France, et donc le roi de France et ses successeurs, et donc les deux successeurs à la fois d'Henri II d'Angleterre et de Louis VII, Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, se sont affrontés pour qu'en fait le conflit débouche sur un vainqueur et un vaincu, etc. Et nous sommes arrivés pendant tout le XIIe siècle à une situation de statu quo, avec une Angleterre qui, sur le continent, menaçait véritablement l'intégrité du tout jeune royaume de France, parce que je rappelle que sous Philippe Auguste, le royaume de France n'a que 2 siècles d'existence. Enfin, le royaume de France, depuis que les Capétiens se sont installés sur le trône, en 987, la monarchie capétienne est encore très fragile. Je rappelle que Philippe Auguste est le premier roi de France à ne pas être associé du vivant de son père au sacre. Donc on commence un peu à
à solidifier ce pouvoir royal, mais qui demeure menacé par son plus puissant vassal, qui est le roi d'Angleterre. Et donc nous arrivons à l'aube de ce XIIIe siècle à une situation où, il faut dire, les deux royaumes sont épuisés, et il faut trouver une solution pacifique. Voilà. Cette situation pacifique, comment dirais-je, facilitée par la vieillesse d'Aliénor d'Aquitaine qui, sous ses jeunes années, avait quand même une dent contre le... Vraiment la vieillesse, parce qu'elle a 80 ans. Voilà, voilà. Et donc cette passion, comment dirais-je, âgée pour la paix, naît dans la tête d'Aliénor d'Aquitaine, qui a l'idée de marier sa petite fille, qui est la fille de sa fille, Aliénor d'Angleterre, qui a épousé le roi de Castille, Alphonse VIII, de marier cette fille avec le fils héritier de Philippe Auguste, Louis. Le petit problème, c'est que nous avons deux filles. La première, l'aînée, Urraca, et la deuxième, Blanca. Et alors, cette raison rocambolesque pour laquelle Blanche a été préférée à sa sœur aînée serait que le nom Urraca ne serait pas traduisible en français. Et que Blanca pouvait aisément se traduire par Blanche, et donc Blanche a été préférée à son aînée pour devenir l'épouse en 1200 de Louis VIII. Le signe également qui annonce cette détente entre la France et l'Angleterre est que le mariage est célébré en Normandie, mais il faut quand même rappeler que ce mariage est célébré en Normandie pour des raisons symboliques certes, mais puisque le royaume de France était à l'époque en interdit pontifical et que l'administration des sacrements était défendue. Effectivement, c'est l'interdit d'Innocent III sur lequel on reviendra. Alors juste pour revenir sur cette anecdote du choix un petit peu par hasard de Blanche, c'est l'hypothèse courante, hein, c'est l'hypothèse du livre de Georges Minois. Après, on n'est pas complètement sûr que ce soit le cas. Voilà, il y a des hésitations comme ça sur le fait que parce que le nom de Blanche aurait une consonance et une prononciation plus douce, il a été choisi. Il y a différentes thèses comme ça. Il faut lire par exemple ce qu'a pu en dire Philippe Delorme dans Blanche de Castille, épouse de Louis VIII, mère de Saint-Louis. Il n'y a pas tout à fait de consensus historique, mais c'est intéressant comme anecdote, le fait de penser que déjà, c'est pas l'opinion publique à l'époque, mais les Français auraient pu être sensibles au prénom plus ou moins beau de leur future reine. Alors comme tu l'as dit, Benjamin, ce mariage est célébré en Normandie en raison de l'interdit pontifical. Avant cela, il y a toute une expédition de Blanche et de sa grand-mère Aliénor d'Aquitaine qui l'accompagne, avec une délégation castillane assez nombreuse également, semble-t-il. Elles se dirigent donc vers la France. Elles font d'abord escale à Bordeaux le 9 avril 1200, et puis elles se rendent donc ensuite en Normandie, où le mariage doit être célébré, puisque, comme tu l'as dit, à la fois en vertu du traité de Goulet et à la suite des démêlés matrimoniaux de Philippe Auguste, qui sont condamnés par le pape Innocent III et qui induisent cet interdit, eh bien, l'union ne peut être réalisée au sein du royaume de France, le royaume est frappé d'interdit, et elle est donc célébrée en Normandie, terre anglaise, à l'église de Port-Mort, qui est située à côté des Andelys. L'union est célébrée le 23 mai. Les rois de France et d'Angleterre, le roi d'Angleterre c'est Jean Santerre, qui est né vers 1166, ils sont absents, les deux rois. Mais les époux de 12 et 13 ans sont unis par l'évêque de Bordeaux. Enfin, tout se passe normalement. Et ensuite, Benjamin, ils sont envoyés naturellement dans la capitale du royaume, qui est toujours sous interdit, Paris. Alors peut-être peux-tu nous décrire ce Paris des début des années 1200. Paris est une capitale à l'image de ce que je décrivais tout à l'heure, une capitale fragile de ce royaume. À ceci près que Paris commence à se développer culturellement, universitairement, et commence à devenir véritablement un centre de la chrétienté avec un C majuscule, c'est-à-dire de toute cette démarche civilisationnelle où Paris est une étape, comment dirais-je, primordiale. Je parlais tout à l'heure de saint Thomas d'Aquin.
saint Thomas d'Aquin a fait ses classes à Paris. Son maître Saint Albert le Grand a fait ses classes à Paris. Donc Paris prend comment dirais-je, cette dimension internationale européenne, hein, qu'elle n'avait pas dans les siècles antérieurs, et c'est tout à fait nouveau à la fin du XIIe et au début du XIIIe, cette importance parisienne. Quand on a dit ça, on n'a pas tout décrit de ce qu'était Paris. Paris est une capitale d'un royaume dont la réalité territoriale est très diverse. On n'est pas si loin que ça de la lutte de Louis VI le Gros contre les grands seigneurs environnant la capitale. Nous avons encore au nord de Paris le comté de Dammartin qui fait de l'ombre au pouvoir royal. Nous avons le comté de Champagne à l'est qui fait également de l'ombre au pouvoir royal. Et nous avons à l'ouest, j'ai parlé des domaines anglais, mais je n'ai pas parlé par exemple du comté de Bretagne, de la fait que le lignage de Dreux tient dans son escarcelle et qui lui aussi, de sa proximité géographique avec Paris-la-Menace, mais également de ses accointances, et nous y reviendrons puisque pendant la Régence ça a été l'un des gros problèmes que Blanche de Castille a dû gérer, les accommodements, les affinités que les comtes de Bretagne, pardonnez-moi, ont entretenues avec le roi d'Angleterre, vassal du roi de France. Oui, c'est une histoire qui nous emmène jusqu'à la guerre des duchés, je crois, oui, dans les années 1360. Tout ce qu'on vous décrit, de toute façon, n'a pas vraiment de fin et se poursuit jusqu'au XIVe siècle avec la guerre de 100 ans et ces petits conflits périphériques qui se situent en Bretagne notamment. Effectivement, tu l'as dit, Benjamin, Paris c'est une capitale de cette chrétienté naissance. C'est peut-être pas tout à fait une nouvelle Rome, enfin c'est quand même vraiment une ville importante, à peu près, déjà sur le plan démographique, hein. C'est difficile à dire, mais à peu près 60 000 habitants a priori à la charnière des XIIe et XIIIe siècles, donc il n'y a pas vraiment de villes qui lui font concurrence, si ce n'est les villes de la Hanse qui sont donc en Belgique, Pays-Bas, etc., dont l'accélération démographique se fait avec le commerce. Mais c'est vraiment Paris un grand centre culturel, politique, universitaire, tu l'as dit. 1200, c'est aussi l'époque où on commence à construire, on renforce l'enceinte de fortification et on construit la cathédrale Notre-Dame. Donc c'est une ville aussi, comme tu l'as dit, où les débats philosophiques sont assez vifs. Minois nous décrit comme ça, dans les premières dizaines de pages du livre, dans les pages 30-40 à peu près, une ville qui est une ville en chantier permanent, c'est une ville qui est assez critiquée parce qu'il y a beaucoup de prostitution, c'est une ville où il y a pas mal de petites bagarres dans les rues, dans les bistrots, etc. C'est pas une ville qui passe pour très sécure, mais en même temps, paradoxalement, c'est à la fois une ville de la plèbe et puis une ville où les universitaires débattent et menacent quelque peu ce pouvoir royal assez fragile et assez jeune, surtout en période d'interdit pontifical. Oui, et puis il faut rappeler que Paris cultive justement par justement ce rôle universitaire et culturel, ça participe quand même à des velléités d'indépendance qui ne quitteront véritablement Paris qu'avec le règne de Louis XIV. Nous sommes dans un Paris insécuritaire, parfois débauché, où il existe Paris est divisé en trois grands quartiers, le quartier de la cité ou le quartier du gouvernement, le quartier des Halles, le quartier du commerce et le quartier des universités. Mais on voit bien que Paris déjà, et nous aurons l'histoire n'a fait que se répéter. En Paris, on peut parler notamment de la révolution entre guillemets d'Étienne Marcel au XIVe siècle, ou du fait que Henri III ait dû quitter la capitale à la fin du XVIe pendant les guerres de religion. Paris a déjà ce statut de ville de résidence, il faut le rappeler quand même, de la famille royale, mais qui, comment dirais-je, oui, cultive une certaine indépendance que les rois de France n'arriveront à endiguer
que très tardivement, c'est-à-dire sous le XVIIe siècle et le règne du roi Soleil. Il y a 3 choses intéressantes que Minois explique dans ces pages 35-40 qui sont liées qui sont consacrées donc à une description précise de la ville de Paris. Minois insiste beaucoup sur cet enchevêtrement assez complexe et assez peu efficient au final des autorités civiles, religieuses, militaires, ce qui fait qu'on ne sait pas trop qui a prérogative sur quoi, et ça ne crée pas naturellement les conditions d'un gouvernement civil efficace. Minois insiste beaucoup sur le fait que les rues ne sont pas pavées, donc c'est-à-dire c'est de la terre battue, quoi. Donc c'est un signe que Paris n'est pas encore au niveau de ce que peuvent être les villes de la Hanse ou une ville comme Londres, mais Philippe Auguste insiste pour paver certaines rues, donc c'est un signe que le pouvoir royal prend ça à cœur. Et puis il y a une description très précise en page 37 des différents chantiers. Je cite Minois, des chantiers, il y en a un peu partout, en particulier des chantiers d'église. Paris ne compte pas moins d'une trentaine de paroisses, dont certaines minuscules ne regroupent que quelques maisons d'un seul côté d'une rue. Alors pour vous dire l'importance des églises, Minois explique, je cite, 14 sur la rive droite, 7 sur la rive gauche, 12 dans l'île de la Cité, et chacune a son église à laquelle il faut ajouter des chapelles. C'est cela Paris, une ville en chantier permanent, et c'est la ville dans laquelle le jeune couple royal, Louis le Lion et Blanche de Castille, arrivent je pense que c'est à l'été 1200, une ville toujours sous l'interdit pontifical d'Innocent III, même si Benjamin, cet interdit est progressivement levé parce que Philippe Auguste met un petit peu d'eau dans son vin, en quelque sorte. Alors la raison première de cet interdit était que Philippe Auguste avait mis à réclusion sa deuxième femme, Ingeborg de Danemark, pour épouser Agnès de Méranie, et donc Innocent III avait justement condamné cette réclusion par le fameux interdit dont tu as parlé en 1199. Il faut rappeler, je l'ai rappelé, mais bien se mettre ça à l'esprit, que les églises sont fermées, les morts ne sont plus enterrés et plus aucun sacrement n'est accordé aux fidèles. Dans le Paris religieux que tu viens de souligner, Gauthier, cela est évidemment une conséquence, voilà. Et donc il y a des pressions, notamment du clergé, sur Philippe Auguste pour que Philippe Auguste se mette en conformité avec ses engagements conjugaux, et la situation de fait se détend. Alors, il finit par s'écarter de son épouse danoise, de Agnès, pour revenir dans le lien conjugal avec son épouse danoise. Qui met en résidence surveillée, plus ou moins. Enfin, voilà, Philippe Auguste a trouvé une solution avantageuse pour lui. Ce qu'il faut noter, c'est que par rapport justement aux rebondissements conjugaux de Philippe Auguste, le couple formé par Louis de France et Blanche de Castille est totalement différent. C'est un couple qui se voue un amour sincère. Alors, est-ce que cet amour sincère est motivé par des conditions politiques sur lesquelles il faudrait revenir, parce qu'il faut quand même rappeler, je pense, ce qu'était la Castille à l'époque et quelle était la situation des Espagnes en général, puisque je pense que cette expérience de l'Espagne et de la Castille sous menace musulmane a pu influencer Blanche de Castille dans sa gestion du royaume de France pendant la minorité de son fils. Toujours est-il que le couple a plusieurs enfants, 4 enfants, avant la naissance de Louis IX qui intervient en 1214. Alors il y a eu des jumeaux mort-nés, une fille peut-être en 1205, un fils, Philippe, né en 1209 et décédé en 1218, et donc Saint-Louis qui naît, alors signe des dieux, l'année même de la victoire de son grand-père à Bouvines. Voilà, donc c'est un couple qui est uni. En 1214. C'est un couple qui est uni. Louis n'a pas de maîtresse avérée. Blanche de Castille aime son époux. Et le drame de Blanche de Castille, le premier drame qui va la frapper, et qui va la frapper très tôt, puisque son roi, son mari qui est roi, ne sera roi sacré qu'en 1223, va décéder sur le retour du Languedoc en 1226. Et donc c'est une femme qui va être frappée
par le deuil d'un époux qu'elle a aimé. Et l'originalité peut-être de ce couple et de cette femme en particulier, c'est que nous avons l'impression, quand nous lisons les pages du livre de Jean-Louis Minois, qu'il s'agit véritablement d'un couple amoureux qui se voue véritablement une foi conjugale assez saisissante quand on connaît les mœurs de certains prédécesseurs et successeurs de Louis le Lion. Oui, effectivement, les mariages amoureux sont assez peu courants à l'époque dans les lignées du pouvoir. C'est même, ça n'existe pas en fait, parce que les unions sont essentiellement politiques. D'ailleurs, à l'origine, l'union entre Louis le Lion et Blanche de Castille est essentiellement c'est un calcul politique, c'est essentiellement du pragmatisme, parce qu'il faut aboutir à un traité franco-anglais qui ménage de part et d'autre la résilience française et anglaise, le temps peut-être de préparer les futurs combats, ça on le verra, et puis effectivement c'est ce qui se passera un siècle et demi à peu près plus tard avec les guerres anglaises, la guerre de 100 ans, mais l'union est essentiellement politique. Et on découvre finalement que les deux époux, a priori, sont unis par des liens d'amour courtois, sont amoureux réciproquement l'un de l'autre, et comme tu l'as dit Benjamin, a priori, ce qui est assez surprenant, Louis le Lion n'a pas de maîtresse avérée, alors que ce n'était pas du tout l'usage pour les rois à l'époque. Alors tu as cité les différentes naissances entre 1205, 1209, 1213, la naissance de Louis IX, futur Saint-Louis, en 1214, aux différents enfants avec des destins assez différents. Cette fille qui est née en 1205, par exemple, on a du mal à savoir sa vie, puisqu'elle est morte très jeune. Tu as cité ce Philippe qui est mort à 9 ans, et puis Louis IX qui est beaucoup plus connu parce que lui, il deviendra roi de France. Et puis, comme tu l'as dit, en 1223, donc, Philippe Auguste meurt. Alors on n'est pas revenu sur Philippe Auguste. Moi j'ai appris de manière assez surprenante parce que j'avais une image un petit peu d'Épinal de Philippe Auguste qui était, j'imaginais un roi assez élégant, plutôt blond, plutôt beau de visage. A priori Philippe Auguste souffrait et le livre de Minois insiste beaucoup, souffrait d'une maladie nerveuse, il avait des spasmes, il était assez laid de visage, a priori plutôt brun de cheveux d'ailleurs. Il a engendré un bâtard, Philippe Urpel, qui a priori avait les mêmes maladies nerveuses. Bref, ça n'était pas le roi beau que l'on pensait, et sans doute il avait-il une aigreur dans son caractère liée à cette maladie. Et Philippe Auguste meurt en 1223, et donc c'est enfin le règne éphémère de Louis VIII, avec le sacre simultané de Louis VIII et de Blanche de Castille le 6 août 1223, mais ça ne dure pas très longtemps, Benjamin, puisque en 1226, Louis VIII meurt, et le 8 novembre 1226, donc, Blanche de Castille devient gardienne du royaume. Elle assure la régence parce que son fils, Louis IX, enfin le futur Louis IX, il n'a que 12 ans. C'est ça. Louis IX devient le roi de droit, mais la majorité étant fixée à 14 ans, il me semble, à cette époque, avant que... non, c'est Charles V qui met la majorité à 14 ans. 14e siècle. 14e siècle. Il faut que je retrouve la date de la majorité, c'était en 1234, à 20 ans. La majorité de Saint-Louis, à 20 ans. Et c'est un édit de Charles V qui abaissera la majorité au premier jour de la 14e année des rois de France. La première, revenons sur le début du règne de Saint-Louis, la première mission est de faire sacrer Louis IX. Puisque j'ai rappelé tout à l'heure que Philippe Auguste avait été le premier roi à ne pas être sacré du vivant de son père, nous avons vu que consécutivement à la mort de Philippe Auguste, son fils Louis VIII est allé se faire sacrer avec Blanche de Castille à Reims. Il y a véritablement un besoin de faire consacrer la légitimité de Saint-Louis. Je rappelle qu'on propage ce miracle capétien du fait qu'on ait encore un fils, et ça dure depuis Hugues Capet et son fils Robert II, un fils après chaque roi. Et donc, malgré cette filiation, on a besoin de cette consécration qui, pour beaucoup de seigneurs, égale leur soumission et la reconnaissance de la légitimité du roi. Et nous voyons que dès ce sacre, nombre de grands du royaume ne sont pas présents,
et comment dirais-je, on a déjà un peu une perspective des ennemis qui vont se dresser tout le courant de la régence de Blanche de Castille. Nous avons d'abord Hugues Lebrun de Lusignan, le comte de la Marche. Comte de la Marche, nous rappelons ce que c'est l'équivalent aujourd'hui du département de la Corrèze, c'est le sud de l'ex-région du Limousin. Voilà, Tulle, Brive-la-Gaillarde, etc., constituait à l'époque une province indépendante qui s'appelait la Marche et qui est frontalière de la Guyenne anglaise. Et donc, ce comte Lebrun de Lusignan aurait peut-être quelque intérêt à se liguer contre le roi de France avec son vassal d'Angleterre. Nous avons Hugues de Châtillon et également Pierre de Dreux, le comte de Bretagne, qui n'assiste pas à ce sacre. Et donc, une partie certaine de la noblesse n'assiste pas à cette cérémonie. Et c'est la première difficulté de Blanche de Castille, puisque ces seigneurs vont se liguer, n'est-ce pas Gauthier ? Oui, effectivement, les seigneurs vont se liguer contre ce pouvoir en apparence assez faible de Blanche de Castille et profiter de la minorité de Louis IX qui va donc durer jusqu'en 1234. Alors a priori, ça n'augure rien de bon pour le pouvoir royal, même si Louis IX, parvenu à la majorité, arrivera à affirmer son pouvoir personnel. Il faut dire qu'on est aussi à l'époque, il y a différentes croisades, et Louis IX croit pouvoir trouver avec les croisades un sursaut, croit pouvoir arriver à coaliser les différents seigneurs autour de lui dans ce grand effort salvateur de défense de la chrétienté que l'on croit menacer en Orient. Avant de poursuivre un petit peu la biographie de Louis IX, il faudrait sans doute faire un retour en arrière. C'est pas très commode parce qu'on essaie de procéder de manière chronologique. Il faudrait sans doute revenir sur juillet 1214 et la bataille de Bouvines parce que c'est un événement fondateur à l'extrême fin du règne de Philippe Auguste et symboliquement l'année de naissance de Louis IX. Alors qu'est-ce que c'était, Benjamin, véritablement la bataille de Bouvines? Est-ce que c'est la bataille importante que l'on a dit ensuite? Oui, alors pour revenir, tu as raison de parler de la bataille de Bouvines. Je parlais de la bataille de Bouvines en utilisant le vocable de bataille de la dernière chance. Parce qu'il est vrai que cette coalition à la fois de Jean Santerre, roi d'Angleterre, d'Otto IV, l'empereur, de Ferrand, du Portugal, comte de Flandre, est redoutable parce qu'elle peut écraser la France comme 4 siècles plus tard, les Habsbourg la pince Habsbourg pourrait écraser la France des Valois. Donc c'est une bataille de la dernière chance. Philippe Auguste triomphe, et Philippe Auguste triomphe à Bouvines, mais il ne faut jamais oublier que son fils Louis triomphe des Anglais à La Roche-aux-Moines, à côté d'Angers, un jour avant, le 26 juillet, et que cette bataille est tout aussi décisive que la bataille de Bouvines, puisque les deux victoires permettent aux deux dangers, c'est comme un hydre, aux deux périls conjugués d'être endigués. La place de la bataille de Bouvines dans l'historiographie française est peut-être un peu trop grossie, tout comme l'est par exemple la bataille de Valmy. Ce n'est pas une bataille patriotique au sens comme on peut l'entendre aujourd'hui. Alors certes, ça a permis de créer un engouement national qui était antérieurement inexistant, mais il ne faut pas oublier que le comte de Flandre était le vassal du roi de France, que le comte de Guyenne, qui était roi d'Angleterre, était également le vassal du roi de France, et que toute une série de vassaux immédiats du roi de France se sont rebellés contre l'autorité royale. Donc le fait que ceci se soit produit participe à minorer le caractère patriotique de cet événement. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que il y a eu un mouvement, le terme de national serait peut-être impropre, mais un mouvement des campagnes, des villes de France pour proposer, alimenter les armées royales, et notamment, puisque nous parlons aujourd'hui de Blanche de Castille qui avait
à qui avait échu toute une série de châtellenies dans le nord, Lens, Hesdin, eh bien mobilise dans ces châtellenies en 1214 tout ce qu'elle peut d'hommes pour aller combattre dans les armées de son beau-père pour faire triompher celui-ci à Bouvines. Oui, il faut rappeler que c'est pas une époque où il y a des armées de métier, hein. Ces armées de métier, elles existeront véritablement. Charles VII. Oui, Charles VII. Je pense que même c'est postérieur au traité d'Arras. C'est vraiment les années 1440, les toutes dernières années de la guerre de Cent Ans. On vous en avait d'ailleurs un petit peu parlé en mai dernier. Durant cette émission concernant ce livre de Gerd Krumesch, Jeanne d'Arc en vérité, ce ne sont pas des armées de métier à l'époque, ce sont des armées que l'on lève dans les différentes villes. Soit les villes fournissent des contingents d'hommes, soit elles payent un impôt. Et par ailleurs, le roi paye des mercenaires qui naturellement sont généralement des très bons soldats, mais qui ne sont pas unis plus que ça à ceux qui les payent, hein. Ils se contentent d'appliquer la tâche, mais il n'y a pas de sentiment patriotique. En revanche, il y a un certain sentiment d'attachement à la figure du roi et d'attachement à la France chez eh bien, ces milices populaires qui participent comme fantassins, comme hommes de pied à la bataille de Bouvines, avec un armement naturellement beaucoup moindre que celui des chevaliers. Enfin, c'est pas des chevaliers en armure à l'époque, mais c'est des chevaliers en côte de maille. Je pense que cette bataille est véritablement peut-être l'apogée de l'union fragile antérieurement de la France avec les Capétiens. Et je pense que cette union entre la France et les Capétiens est consacrée à cette bataille de Bouvines, comme elle le sera consacrée dans les grandes batailles, pour la grande majorité perdues, hein, de Poitiers, Azincourt. Azincourt, à Poitiers quand on capturera Jean le Bon. C'est véritablement la première bataille révélatrice de cet attachement, de cette fidélité à la dynastie et à sa figure incarnée qu'est le roi. Voilà pour Bouvines. Alors deux choses qui prouvent aussi cet attachement, deux anecdotes qui sont citées naturellement dans le livre de Minois. C'est tout d'abord la liesse populaire dans les rues de Paris, et puis le fait que dans la capitale, il y ait un pavoisement aux fenêtres en couleurs très vives, hein. Ça montre que le peuple a participé, a compris tout d'abord, avec quelques jours de décalage naturellement, au premier jour du mois d'août, que son roi avait vaincu contre qui plus est une coalition impériale, et ça c'était un événement très important et très apprécié pour l'époque. Voilà pour 1214, alors on va revenir à ce qui était notre propos initial, les années 1230, et il faudrait aussi, je crois, Benjamin, parler de cet événement en 1245, la rencontre conjointe entre le roi de France, Louis IX, accompagné de Blanche de Castille, et le pape, le nouveau pape, alors ça n'est plus Innocent III, mais c'est Innocent IV. On a une illustration, c'est vrai, de l'attachement et de la fidélité de Blanche de Castille et de son fils Louis à la papauté. Et cette illustration, c'est évidemment cette rencontre qui a lieu à Cluny en 1245, qui est consécutive d'ailleurs au concile œcuménique de Lyon, en 1245, qui dépose l'empereur Frédéric II, dont le seul nom mériterait une émission entière. Ce qui prouve d'ailleurs que Blanche et Louis IX reconnaissent la décision pontificale de la déposition. Blanche de Castille, c'est évidemment, on l'a vu, un personnage qui est très très respectueux de la religion et des autorités religieuses, à plus forte raison du pape. Mais je pense qu'il faut revenir sur les conditions de la régence, et notamment les conditions politiques. J'ai parlé tout à l'heure des grands du royaume qui n'ont pas assisté au sacre, donc le comte de la Marche, le comte de Bretagne, etc. Je pense qu'il faut peut-être se pencher sur une figure assez curieuse de ce siècle, qui est le comte Thibaut de Champagne, qui a un statut particulier. Il a un statut particulier déjà géographiquement. J'ai dit tout à l'heure, le comté de Champagne est une principauté à l'est, en contact direct avec le domaine royal, qui n'a pas forcément eu dans le passé, malgré sa qualité de vassal du roi de France, des positions très francophiles.
Mais une alchimie va se créer entre la régente et Thibaut de Champagne. Et Thibaut, le prince poète, va cultiver justement cette flamme et en conséquence de cette passion qu'il développe pour Blanche de Castille, va se rallier au camp royal et va être l'un des principaux agents de la résistance de Blanche de Castille contre ces grands, notamment au cours des années 1229, puisque en 1229, Pierre Mauclerc, qui est le fils de Pierre de Dreux, le comte de Bretagne, donc le nouveau comte de Bretagne, défie le roi de France en prêtant hommage lors du traité de Vendôme au roi d'Angleterre Henri III. Et donc là, on arrive dans une situation assez rocambolesque où le roi doit intervenir en Bretagne pour faire reconnaître son autorité sur un vassal félon. Alors Benjamin, tu as bien mis en exergue l'influence de Blanche de Castille sur son fils Louis IX. Il y a un événement important qui est à noter, c'est le mariage en 1234 de Louis IX et de Marguerite de Provence. Alors on peut se demander si l'influence de Blanche, qui était prépondérante, elle a montré ses traits de grande figure politique, est-ce que cette influence elle n'est pas un petit peu décroissante à partir de ce mariage, à partir de 1234 ? Mais justement, nous avons parlé de 1234 comme le point de départ de l'œuvre politique de Saint-Louis, le commencement de son véritable règne, de sa majorité. Nous sommes dans la même année. Fin avril, nous avons la majorité de Louis IX. Et le 27 mai, nous avons ce mariage avec Marguerite de Provence. Et alors, ces deux éléments conjugués participent justement à la décroissance de l'autorité de Blanche de Castille sur son fils et par-delà de son influence dans l'œuvre politique de la France. Alors, la première étape passe par une étape que je pourrais qualifier de psychologique. C'est-à-dire que Blanche de Castille se rend compte que ce n'est plus la seule femme et que maintenant il va falloir composer avec la reine de France qui en plus ne jouit pas d'une très grande popularité à ses yeux. Pourquoi ? Puisque Marguerite de Provence a été mariée à Louis IX comme Blanche de Castille a été mariée à Louis VIII. Ça a été un calcul évidemment politique puisque la Provence, rappelons-le, au début du XIIIe siècle, est une principauté indépendante et que, englobant Marseille, Marseille et toute la côte camarguaise et toulonnaise, a évidemment des débouchés extraordinaires, notamment sur la péninsule italienne et la Méditerranée. Et que cette principauté est évidemment convoitée par les rois de France comme débouché sur un marché qu'ils ne connaissent pas, puisque l'essentiel du domaine royal est dirigé à l'ouest vers l'Atlantique et au nord sur la mer du Nord. Donc il y a cette idée de marier Louis IX avec Marguerite de Provence. Donc ce caractère provençal déplaît à la reine mère, et on voit que les relations se tendent entre le fils et la mère et que le fils se détache peu à peu des conseils maternels, etc. Et ça se terminera par le départ de Blanche du palais royal. Donc oui, pour répondre franchement et simplement à la question, il y a véritablement un décroissement de l'influence de la reine-mère après le mariage et la majorité de Saint-Louis, décroissance qui se terminera pendant un petit moment, pendant le temps de la 7e croisade à partir de 1245, quand Louis IX partira en Égypte pour tenter de contrer l'expansion musulmane. Oui, parce que c'est de nouveau, chers auditeurs, une période de croisade avec donc ce 12 juillet 1248, le départ de Louis IX pour la croisade. En 1250, le désastre de la Mansoura, et puis après Louis IX est fait prisonnier. Et puis aussi ce mouvement un petit peu étrange
qui rappelle ce mouvement un moment étrange de 1212 qui était la croisade des enfants. Il y a en 1251 ce qu'on appelle le mouvement des Pastoureaux, ça c'est entre mai et juin 1251. C'est le petit peuple qui, comme ça, pris de superstition, se croit capable de faire lui-même la croisade sans l'aide des seigneurs. Et tout comme en 1212, eh bien, il y a une interrogation du roi, et puis finalement, le roi disperse un petit peu la foule. En 1212, Philippe Auguste s'était un petit peu étonné de ce mouvement spontané des enfants, et il avait questionné l'université, puis il avait dit aux enfants de se disperser. Alors les pauvres enfants avaient terminé un petit peu... malheureusement, ils avaient fini en Provence, capturés par des armateurs, envoyés comme esclaves en Afrique, ils s'étaient échoués en Sardaigne, bref, une épopée désastreuse. Eh bien, les Pastoureaux, ça s'est un petit peu fini comme ça. Alors, c'était des adultes, alors ils étaient peut-être un petit peu plus conscients de ce qui se faisait, il n'y a pas eu autant de morts, mais ça montre comme ça les mouvements, quels pouvaient être les mouvements populaires, un peu spontanés, un petit peu superstitieux au Moyen-Âge, même si à côté de ces mouvements populaires, il y a eu des initiatives tout à fait sérieuses, des initiatives militaires, donc ces croisades, pour établir, donc une croisade à partir de 1095, pour établir, puis ensuite pérenniser des États francs en Orient. C'est toute une épopée sur laquelle il faudrait revenir un jour dans une émission. Et cette épopée, elle reprend à l'extrême fin de la vie de Blanche de Castille, et elle se poursuivra au-delà de sa vie. Blanche de Castille meurt en 1252, mais là, pour le coup, on peut peut-être faire un petit saut dans le temps. Benjamin a expliqué le destin tragique de Louis IX, qui lui meurt en croisade à Tunis de la peste en 1270. Ce que nous pouvons dire déjà, c'est que Louis IX s'était croisé en 1248 contre la volonté de sa mère. Donc c'est une régence totalement involontaire. Donc la première était involontaire puisque elle était née du fait de la mort de Louis VIII et de la minorité de Louis IX. Et ben cette deuxième régence, et d'ailleurs il est assez, comment dirais-je, révélateur que la régence ait été confiée non à Marguerite de Provence, mais à Blanche de Castille, la mère. 2 fois régente. 2 fois régente. Ça rappelle un peu parce que c'est totalement différent de ce qui s'était passé, par exemple, quand la première fois que Louis VII était parti en croisade, où il avait confié le royaume à Aliénor d'Aquitaine. La deuxième fois, ils étaient partis ensemble et c'était l'abbé Suger qui était en charge du gouvernement. Donc cette croisade, c'est véritablement un élan de foi de la part de Saint-Louis qu'il ne peut réfréner, qu'il est obligé d'assouvir par son amour du Christ, par sa détestation de voir les lieux saints ainsi investis par les musulmans, et l'échec, la captivité durant la 7e croisade, la première à laquelle il participe, ne freine pas le roi et comment dirais-je, l'invite, si vous voulez, à entreprendre cette 8e croisade qui sera, dont on connaît l'issue fatale pour Saint-Louis. Cette 8e croisade, et là pour le coup je parlais de la bataille de la dernière chance, là c'est la croisade de la dernière chance. C'est la dernière. Oui, c'est la dernière. Et alors c'est la dernière, il faut savoir, alors ça c'est mon comment dirais-je, c'est mon passé à Strasbourg qui me l'a appris, c'est que nous comptons en France 8 croisades, alors qu'en Allemagne par exemple ils en comptent 9 croisades. Donc une 9e expédition après 1270, en 1291, au moment où Saint-Jean d'Acre va être investi, est entrepris par certains seigneurs, mais par certains seigneurs d'Europe pour justement délivrer les dernières forteresses qui restent encore aux Européens chrétiens dans le Levant. Mais ça se terminera par la prise de Saint-Jean d'Acre et la disparition des États latins d'Orient. Et dans cette situation, d'ailleurs, on retrouve la situation de la première croisade, c'est-à-dire une croisade totalement désorganisée, sans souverain important, sans le roi d'Angleterre, sans le roi de France, sans l'empereur, etc. La 8e croisade, donc, est consécutive à la chute d'Antioche en 1268. Et au lieu d'attaquer l'Égypte, qui a été le théâtre de 2 revers, ceux de la 6e et de la 7e croisade, le théâtre est la Tunisie, l'actuelle Tunisie. Voilà, donc il se fait convaincre par son frère Charles d'Anjou
de débarquer à Tunis, et c'est là où il va décéder d'une épidémie de peste. Voilà, une illustration assez belle de ce roi très saint qui meurt en défendant les lieux saints, extrêmement loin de Jérusalem. Oui, effectivement, alors, je crois qu'il meurt en novembre 1270, et donc il est canonisé ensuite par Philippe le Bel, quelques décennies plus tard, et on le connaîtra sous son nom actuel de Saint Louis. Voilà, chers auditeurs, concernant cette biographie de Georges Minois sur Blanche de Castille aux éditions Perrin. C'est pas une biographie qui manque sa cible, bien au contraire, puisqu'elle nous fournit en à peu près 420 pages un récit assez détaillé de la vie de Blanche de Castille. Mais cependant, il faut bien dire qu'il faut expliquer le contexte géopolitique, mais aussi parce que nous manquons d'informations parfois sur Blanche de Castille, eh bien, il y a, comme nous le disions en introduction de cette émission, beaucoup de digressions sur les faits un petit peu extérieurs. Voilà, on nous explique quels sont les protagonistes. Bon, ça c'est normal, les principaux protagonistes, Philippe Auguste. Il faut dire qu'il y a une honnête description de Louis IX, assez longue, alors que, comme tu l'as dit Benjamin, tu as beaucoup insisté, il n'a régné que 3 ans, donc c'est une des vertus de ce livre, mettre la focale sur... pas de Louis IX, de Louis VIII, naturellement. C'est une des vertus de ce livre, mettre la focale sur Louis VIII, mais il y a comme ça beaucoup de digressions sur le catharisme, sur le royaume d'Angleterre, sur les différentes croisades, et puis ces petits épisodes un petit peu fantasques qu'on a vus, les croisades des enfants et des pastoraux. Le livre aussi a le mérite d'insister à plusieurs reprises sur cette construction de l'État français. Il précise assez bien la spécialisation du gouvernement royal, enfin de ce qu'on appelait la curie à l'époque, qui est le premier gouvernement royal. Il insiste bien sur des figures comme le frère Guérin, par exemple, qui est né en 1157, qui est un religieux pour qui est un religieux très simple. Il est toujours resté très simple, même au service de Philippe Auguste. Et pour frère Guérin est rétabli par exemple le titre de chancelier. Et puis voilà, c'est préciser les différentes, ce qui ne sont pas encore des ministères, mais les différentes tâches du gouvernement, notamment le titre de maréchal de France, Marescalis Francier, qui est inventé à cette époque et dont le premier détenteur est un certain Henri. Voilà pour cette biographie riche sur Blanche de Castille, encore une fois une figure méconnue de l'histoire de France, méconnue à plusieurs titres, notamment parce qu'elle fut une femme, notamment parce qu'elle est entrée dans la vie publique, entre guillemets, assez jeune, parce que mariée à 12 ans à un futur roi qui lui-même n'en avait que 13, c'est intéressant de ne pas consacrer comme ça que des biographies à des figures un petit peu connues de l'histoire de France, mais de fouiller un petit peu des figures, on pourrait dire, secondaires. Alors notre prochaine émission, chers amis auditeurs, sera diffusée le 17 août prochain, et nous reviendrons sur la déclaration d'indépendance indonésienne le 17 août 1945, indépendance qui est le fait des nationalistes indonésiens, Soekarno et Mohamed Hatta. Nous y reviendrons. C'est une des conséquences, naturellement, une des nombreuses conséquences de l'échec, enfin de l'effondrement des États européens durant la Deuxième Guerre mondiale, puis ensuite de l'occupation japonaise. Ce sera une émission qui nous permettra d'évoquer un petit peu ces décennies importantes, 1950-1960, de la décolonisation. Alors merci Benjamin pour cette participation Je vous en prie. à cette première édition de Fréquence Histoire, et puis nous aurons l'occasion de vous retrouver dans les semaines à venir. Et d'ici là, chers amis auditeurs, merci pour votre fidélité, et merci pour votre écoute. À bientôt, Benjamin. À bientôt.